Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. On est de retour dans des conditions un petit peu particulières, hein. On s'en excuse. A priori, encore 2 jours. Et puis, si tout va bien, on pourra reprendre une configuration normale d'interview. Ça ne va pas nous empêcher de rester au contact de ce qui se modifie, de rester au contact de ce qui change. Alors, de quoi est-ce qu'on va vous parler? D'abord, l'un des éléments importants, structurels, sur lequel je dois vous dire, je suis moi très méfiant, mais il se passe des choses. C'est ce qui se passe autour du Made in France. Et on va rediscuter avec Olivier Van Stock, Agile Buyers, qui regarde pour nous ce qui se passe du côté des directions achats. Et vous allez voir, notamment dans le B2B, il y a des choses structurelles qui sont en train d'évoluer sur le Made in France avec de très très bonnes raisons business. Évolution aussi du monde du travail, ça aussi c'est quelque chose qu'on suit très très près. Ce qui m'intéresse là, c'est autour des freelances. J'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus expert pour s'occuper des freelances. Donc on va voir ça avec une entrepreneuse justement qui est au cœur de cette mécanique, et puis ce qui se transforme aussi autour de l'automobile. Là c'est Éric Saint-Frison qui reviendra nous voir. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. Et donc Olivier Van Stock, Agile Buyer avec nous pour commencer. Salut Olivier. Bonjour Stéphane. Donc, on s'était dit la dernière fois, tu viens nous voir régulièrement, on parle des achats, des directions achats. On a la conviction, toi comme moi, qu'elles sont en train de prendre une place très très importante au cœur de l'entreprise et qu'elles portent, évidemment, c'est la stratégie de l'entreprise qui est au-dessus, mais qu'elle porte un certain nombre des réponses aux questions qu'on se pose et aux défis qui sont posés aujourd'hui au développement de nos sociétés au sens large. La question du Made in France, on revient là-dessus. Olivier, je vais voir. Alors, évidemment, les graphiques qu'on va voir là sont sortis de l'étude que tu as publiée quand? C'était en début d'année, c'est ça, Olivier? Oui, c'est l'étude Agile Buyer CNA qui a été publiée le 18 janvier 2021. Voilà. Pardon. Donc, on va voir le tout premier graphique. Et tu l'as identifié, ce Made in France, comme une volonté. Alors, c'est quoi? 30% des directions achats, c'est ça que ça veut dire là? Oui. Une volonté de plus en plus de relocaliser? Alors, plus ça va, et ça on le voit depuis de nombreuses années, le Made in France aux achats dans le B2B, on n'est pas sur une révolution, on est sur une évolution, mais plus ça va, plus il y a une volonté effectivement d'acheter Made in France. Et on n'est plus dans l'espèce de volontarisme politique, on est passé dans des volontés. Et entre volontarisme et volonté, le monde est énorme. Il y a des très bonnes raisons qui sont des raisons business d'acheter Made in France. La première... Vas-y. Ouais, vas-y. J'ai 3-4 raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle la sécurisation. La sécurisation, c'est quoi? C'est s'assurer qu'on va livrer le produit. Ma grand-mère, elle disait, il ne faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et ben, c'est la logique qu'on a aujourd'hui. C'est de se dire, derrière la relocalisation, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'acheter loin. Ça veut dire qu'on met une partie loin et une partie près. Le deuxième logique classique, c'est du time to market. On sait très bien que si on veut vendre, il faut aller plus vite. Et quand le fournisseur il est plus près, ben on va plus vite. Et puis le classique impact carbone. Quand on achète en France, il y a moins de carbone qui est dépensé. Et en plus... Alors, on va en reparler, ça, de l'impact carbone. Attends, on va en redire un mot parce que ça pose la question de la taxe carbone. Oui. Moi, j'ai noté dans ton étude des choses aussi très intéressantes, et notamment ce que tu appelles les liens collaboratifs. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus à l'époque de la co-construction entre différentes entreprises. C'est ça. Et là, l'éloignement, quand les choses sont en train de devenir vraiment stratégiques, l'éloignement, en fait, pose problème, se rendre compte un certain nombre de directions. C'est vrai, ça, Olivier? S'il y a un problème, on gagne en réactivité. Et puis, malgré tout, le fait que ce soit des hommes et des femmes qui se parlent pour de vrai dans la vraie vie, ça a un impact de temps en temps, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, lien collaboratif. Et puis, tu dis, alors tu as commencé là très justement en disant, on n'est plus dans... le volontarisme politique. Oui, voilà, des éléments sympathiques. Mais il y a quand même un effet d'image sur lequel insistent les chefs d'entreprise que tu as interrogés. Une forme de fierté même de l'entreprise. Il y a une fierté, mais on sait très bien que le consommateur lambda, il aime acheter français aussi. Donc quand on a des produits qui touchent le consommateur, il y a cette volonté. Il y a une volonté aussi... Oui, mais là, on est sur le B2B, on est d'accord, oui, Olivier. Mais le B2B, il est impacté par le B2C. Quand votre produit il touche le consommateur final, vous faites attention à ça. D'ailleurs, on voit que les secteurs qui sont le plus intéressés par la relocalisation, c'est l'agroalimentaire et la restauration, ce qui touche très directement le consommateur final. Ouais, alors je dois te dire, j'ai vu ça, Olivier, j'étais très surpris. Alors, agroalimentaire, ok, mais la restauration, qu'est-ce qui délocalise? La restauration, il délocalise rien du tout, la restauration. Mais il y a Qu'est-ce qu'ils peuvent relocaliser? J'avais... Voilà, j'étais resté interdit devant ce secteur. Le jus de tomate, par exemple, c'est principalement fait en Chine aujourd'hui.
faut s'énerver pour prendre du jus de tomate français. Alors, je sais que ça peut paraître pas évident, mais si. Je savais pas. Voilà. Donc, il y a un vrai travail à faire. Alors, et donc, oui. Et après ça, c'est intéressant. D'abord, c'est la restauration et l'agroalimentaire. Et après, c'est la défense et l'aéronautique. Et moi, j'entendais le directeur achat de Thales qui disait « Mais moi, j'achète pas du Made in France, j'achète de l'autonomie technologique ». Et ça, c'est un point qui est effectivement de plus en plus sensible. Pour reprendre l'expression, c'est le cœur du métier, c'est le cœur du moteur, parce qu'effectivement, là, c'est de l'autonomie technologique. Et ils ont besoin de ça, et les États ont besoin de ça, mais aussi les entreprises pour ne plus être pieds et poings liés. Ce qui me fait penser d'ailleurs, si vous nous faites l'honneur d'être là demain, on rediffusera d'ailleurs l'interview justement d'un des patrons de ces... Alors, c'est une petite ETI, on va dire ça comme ça, de cette filière aéronautique aujourd'hui, autant d'ailleurs sur l'aéronautique civile que l'aéronautique de défense, ça s'appelle le groupe RAFO, et il multiplie en ce moment justement les petites acquisitions parce qu'il est en train de profiter à plein de ce mouvement d'autonomie technologique. Je vais juste te donner un exemple. Vas-y. Pour rebondir sur ce que tu dis, je te donne un exemple. Il y a 1 an, l'armée française a dû choisir ses pistolets semi-automatiques. Eh bien, ils ont été obligés de les acheter en Autriche. Il y a un seul fabricant de pistolets en France. Il est trop petit, dans la région stéphanoise, et ils ont choisi un fournisseur de pistolets semi-automatiques en Autriche, et les munitions sont achetées en République tchèque. Oui, mais alors, ça pose une autre question, Olivier, à laquelle, les patrons que tu sondes posent eux-mêmes la question. Quel est le périmètre pertinent quand même quand on parle de relocalisation? C'est-à-dire le Made in France ou le Made in Europe? C'est ça. La question est quand même posée et le Made in Europe paraît quand même avoir une certaine légitimité. Qu'est-ce que tu en penses? On est bien d'accord, mais pour la symbolique, le fait que l'armée ait un fusil qui ne soit plus français, je sais que ça marque les esprits. Donc tu me parlais tout à l'heure de l'image, effectivement, ça marque les esprits. L'armée, elle a besoin de bons fusils. On est d'accord. C'est ça. C'est le choix qui a été fait. C'est très important, particulièrement pour l'armée, que d'avoir de bons fusils. Dernier point, alors là, qui m'a beaucoup surpris et qui est très intéressant. Donc, et c'est là où on va en venir à la taxe carbone, au kilomètre, etc. La relocalisation apparaît, alors on va peut-être le voir sur un deuxième graphique, qu'on va laisser peut-être un peu plus longtemps d'ailleurs. Je le dis à ceux qui mettent ces graphiques parce qu'il est un peu complexe, donc il faut qu'on ait le temps de le lire, ça ne pose aucun problème. La relocalisation apparaît comme une clé pour réduire les coûts. Comment est-ce que ça fonctionne, ça, Olivier? Alors, déjà, on va prendre les composantes aujourd'hui de l'économie. Le transport est devenu de plus en plus cher. C'est-à-dire que quand on compare deux prix, on compare le coût total d'acquisition. Dans le coût total d'acquisition, quand c'est loin, c'est cher. Les prix du transport maritime aérien ont explosé. Donc, le coût global, il fait qu'il est extrêmement intéressant d'être en Europe ou en France. Après ça, quand on a des problèmes de livraison en urgence, la livraison en urgence coûte beaucoup plus cher quand il y a des crises. Et donc, pour certains plans d'activité, puisqu'ils ne sont pas tous, il y a 12% des directions achats qui estiment que la relocalisation leur permet de réduire les coûts, mais dans certains cas, c'est un très bel outil pour réduire les coûts aussi. On va remettre le graphique là, effectivement, et on va être clair, c'est pas le premier point mis en avant pour réduire les coûts. Mais c'est celui qui progresse le plus vite. C'est celui qui progresse le plus vite. Regardez-le, c'est le troisième en partant de la droite, et c'est effectivement celui qui progresse le plus vite et qui est très intéressant. Et qui est en lien alors, et si on peut enchaîner avec le troisième graphique, et je vous rassure, ce sera le dernier, c'est l'histoire des pays à bas coût. Voilà. Donc, objectif de votre entreprise en matière d'achat dans les pays à bas coût. Et là, on se rend compte que finalement, ce n'est pas un axe de travail, et c'est quand même ce qui arrive très très majoritairement. C'est-à-dire, on est sur une part historiquement faible, je parle sous ton contrôle, de ceux qui souhaitent augmenter leurs achats dans les pays à bas coût. C'est ça, Olivier? Oui, parce que il y a une bonne raison pour laquelle ils ne veulent plus trop augmenter leurs achats dans les pays à bas coût, c'est que tout ce qui doit être dans les pays à bas coût l'est déjà d'une façon assez majoritaire. Au-delà de ça, il y a une autre logique, c'est que les pays à bas coût, quand on pense à la Chine, ça fait 20 ans qu'ils ont une inflation de 10%. 20 ans, 10%, ça commence à être de plus en plus cher. Donc les différentiels de coûts pour les coûts de production ont diminué. Bon, mais c'est là effectivement que la question de la taxe carbone
elle devient légitime. Voilà. Oui. Alors, elle sera aux frontières européennes de toute façon, hein, D'accord. mais c'est là où effectivement l'ensemble de ces éléments, réduction de coûts, souveraineté technologique, enfin tout ce dont on vient de parler, prendra encore plus de résonance si effectivement tu donnes un prix au transport et à l'émission de carbone. C'est bien la logique, effectivement, qui prévaut. Et puis, voilà, on a quelque chose de très, très concret. Les prix des transports sont de plus en plus élevés et donc ça a une composante de coût sur le coût global. Oui, de toute façon. Mais là, on est peut-être sur quelque chose de conjoncturel quand même, non, Olivier, sur notamment le prix des containers, transport maritime, etc. Oui, on est conjoncturel, mais le conjoncturel, ça peut aider à faire bouger les choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup de conjoncture en ce moment. C'est ça. À un moment, l'assaut conjoncturel fait une structure. Et c'est l'agilité. Merci Olivier. Olivier Van Stock, donc un agile buyer. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, Olivier? Stéphane. Et on peut retrouver évidemment l'étude sur notre site web en intégralité. Mais bien sûr. Agile buyer en un seul mot. On continue Bismart tout de suite, les amis. Merci Stéphane. On repart les amis, on repart avec Julie Huguet, la fondatrice de Coworkies. Bonjour Julie. Bonjour. Donc, je disais en sommaire, Julie, alors tu vas nous raconter Coworkies, mais regarde sur l'écran, j'ai écrit c'était peut-être l'heure des freelance experts et la nécessité pour ceux qui les accompagnent, et Coworkies accompagne des freelances justement spécialisés dans le marketing et la communication, de se spécialiser eux aussi. Pourquoi d'abord tu as, et ensuite on verra tes développements, mais pourquoi d'abord tu as fait ce choix d'une plateforme spécialisée pour les freelances du marketing et de la communication? Alors c'est une bonne question. En fait, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que je suis moi-même issue de ce secteur. Je travaillais pour l'annonceur dans l'horlogerie du luxe pendant plus de 7 ans. Et je gérais moi-même énormément de projets en marketing communication pour lesquels j'avais besoin de compétences, d'ultra experts que je n'avais pas en interne, puisqu'en fait, le marketing et la communication est un secteur qui s'est vraiment développé avec une multitude de nouveaux métiers qui apparaissent régulièrement. Et je devais les trouver en externe sans avoir forcément la bonne option. Je devais aussi également gérer pas mal de complexité par rapport au sourcing, au référencement de ces indépendants, etc. Et je me suis dit qu'il manquait une solution. Donc j'ai d'abord répondu à mon propre besoin. Mais d'une manière générale, avant de créer Coworkies, je m'étais déjà rendu compte que en fait, le freelancing explose, il y en a de plus en plus, avec au démarrage souvent des métiers de l'informatique qui étaient un peu les pionniers à exercer leur métier en indépendant, mais que finalement, ils ont apporté aux entreprises une nouvelle méthodologie de travail, une manière de travailler plus agile, ce qui fait que ça s'est étendu à d'autres secteurs. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on voit bien que le secteur du marketing et de la communication accueille de plus en plus d'indépendants, d'ultra spécialistes de différents métiers, auxquels on va faire appel quand on a besoin, mais dont on n'a pas besoin tout le temps. Et donc, le freelancing est finalement quelque chose qui est vraiment adapté à ce secteur-là. Mais le fait d'avoir une plateforme spécialisée, je reviens là-dessus, c'est-à-dire tu leur apportes des services particuliers qu'une plateforme généraliste ne leur apporterait pas, parce que tu peux effectivement avoir dans ton portefeuille, et on va parler de l'entreprise freelance.com avec laquelle tu décides de fusionner, tu peux avoir dans ton portefeuille pas mal de métiers finalement, on va dire plutôt au potentiel, qui ont tous à peu près les mêmes besoins. Alors, pour les indépendants, là, tu parles, ce qu'on apporte à notre communauté, effectivement. Alors, moi, je parle vraiment de communauté. Aujourd'hui, avec Coworkies, on s'appuie sur une communauté de plus de 30 000 experts des métiers du marketing et de la communication qui vont être amenés à un moment donné à travailler ensemble. Donc, ils sont spécialisés dans leur secteur, mais on sait qu'à un moment donné, ils vont travailler ensemble en équipe, chez le client, pour le client, avec lui. Et donc, ce sont des métiers qui ont besoin de se connaître, qui ont besoin de tisser un réseau entre eux et qui, en fait, ont besoin de savoir ce que font un petit peu leurs petits camarades autour d'eux. Donc, effectivement, il y a un vrai intérêt à travailler la communauté plutôt que de se retrouver dans une communauté un petit peu diverse avec des métiers finalement qui ne nous ressemblent pas, avec lesquels qu'on va peut-être moins croiser dans l'entreprise. Il y a un vrai intérêt, effectivement, à créer une communauté spécialisée des métiers du digital, du marketing ou de la communication. Et donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on a créé cette communauté qu'on anime, qu'on forme, pour laquelle on organise pas mal d'événements, comme par exemple les cafés freelance, qui sont une rencontre normalement physique, mais en ce moment plutôt digitale, mensuelle, qui leur permet d'élargir leur réseau, de partager des tips, d'aborder des problématiques qui sont propres à leur métier.
Ouais, tu deviens presque un réseau social professionnel finalement, autant qu'une plateforme de mise en relation. Oui, pour les indépendants, c'est essentiel, effectivement. Et puis, ensemble, ils vont créer des nouvelles tendances, ils vont créer des équipes, ils vont être amenés à créer des collectifs de freelance. Et ça, en fait, ça se provoque aussi. Donc, c'est aussi notre rôle de les mettre ensemble, de les mettre en lien et de leur permettre de se retrouver. Comment tu gères la concurrence au milieu de ce magnifique collectif-là, où tout le monde s'aime et se coopte ? Alors, en fait, on a un axe différenciant avec Coworkies. Il y a énormément de plateformes, il y en a beaucoup de généralistes, il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs disrupté le marché, comme Freelance a pu le faire vis-à-vis des grosses SS2I, en proposant une manière agile de travailler avec les freelances. Mais dans le secteur du marketing et de la communication, c'est assez récent. Donc on voit vraiment une poussée du nombre d'indépendants, mais ce n'est pas encore dans les mœurs. Donc nous, on s'est vraiment spécialisé sur ce secteur-là et on a développé une plateforme tech, en fait, Coworkies, qui recense nos indépendants et qui nous permet d'aller chercher les bonnes compétences, mais aussi de créer des collectifs et de suivre les projets. Donc c'est vraiment adapté au monde du marketing et de la com, et de suivre les projets pour donner un maximum de visibilité aux clients. Donc on est un guichet unique et on a une plateforme qui matérialise ça, en fait. Il y a un sujet avec, qui va un petit peu au-delà et qui touche assez souvent d'ailleurs l'achat de prestations intellectuelles. Sur ce sujet du freelancing et de l'achat de prestations intellectuelles, c'est qu'en fait tu peux très très facilement faire s'effondrer les coûts. À partir du moment où les coûts de fabrication par définition sont très réduits, puisque c'était on a vu énormément de plateformes naître d'enchères inversées, il faut bien les appeler comme ça. Comment est-ce qu'avec, notamment dans le domaine du marketing et de la communication, des jeunes gars qui sont prêts à tout pour se faire un nom et qui sont prêts à tout pour être publiés, qui sont prêts à tout pour avoir un premier contrat et même à travailler quasi gratuitement. Donc ça aussi, c'est un sujet pour toi, j'imagine. Comment est-ce que tu gères ce sujet ? Ouais, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'on a fait un événement le mois dernier qui s'appelle Freelance, arrête de te brader. Et qui était un événement fait pour justement expliquer comment bien positionner son TJM, quelles sont les questions à se poser, quelle prise donner. TJM, il faut que tu dises ce que c'est, un taux journalier. Tout à fait. Donc voilà, c'est le taux journalier moyen. Un indépendant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est libre de fixer son TJM et on n'a pas de rôle à avoir là-dessus. En tant que plateforme d'intermédiation, on ne doit pas du tout imposer un TJM ni côté client ni côté freelance. En revanche, on est là effectivement pour les conseiller et on se rend compte que souvent les TJM, enfin les indépendants ont du mal à se donner un prix parce que ça veut dire s'auto-donner une valeur aussi. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc on les accompagne sur ce sujet. Et nous, on est sur vraiment de la proximité. Nos indépendants sont en France et en Suisse parce qu'on est dans les deux pays. Et ils vont travailler souvent chez le client. Donc la question du TJM est essentielle. Et en général, on fait tout pour justement les aider à fixer le bon prix, à l'inverse d'une concurrence déloyale qu'on peut retrouver sur des plateformes qui sont un peu plus ouvertes, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors après, concurrence déloyale, je n'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, c'est sûr, un effondrement des prix. Et j'imagine que tu peux leur donner une forme de benchmark, en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi, vu la variété des missions, que de pouvoir évaluer son TJM, comme tu dis, le salaire qu'on peut demander, quoi. Et on a souvent plusieurs TJM, plusieurs prix, puisqu'un indépendant peut être amené à faire du conseil ou de l'opérationnel, peut aussi adapter son prix en fonction du client, une mission dont il a vraiment envie. Par exemple, pour une petite start-up qui aurait moins de budget, il peut se dire « bon, j'accepte parce que j'ai envie d'aider cette start-up » ou au contraire, je connais ma valeur, je vais avoir une vraie mission stratégique, donc mon prix va être un petit peu plus élevé. Bon, et Julie, donc tu as décidé récemment de fusionner finalement ton entreprise. Alors, vous dites fusion, mais en gros, il t'absorbe, quoi. Dans la grosse plateforme freelance.com, alors qu'on connaît sur Bismart, ils sont déjà venus nous voir. C'est quoi? Je voudrais pas dire de bêtises, j'ai pas regardé malheureusement, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, freelance, je crois. 375 millions l'année dernière. Ouais. Tout à fait. Pourquoi tu vas te noyer là-dedans alors, après l'ensemble des bons arguments que tu nous as donnés pour être indépendante? Parce qu'on ne va pas se noyer là-dedans, justement. C'est vraiment un mariage stratégique, on est ultra complémentaires. Donc, en fait, ce qu'a fait le groupe freelance.com avec le marché de la SS2I, c'est quelque chose qu'on veut faire avec le marché du marketing et de la
la communication. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de rassembler une communauté d'experts indépendants, start-up et petites PME qui mettent en relation avec les grands comptes pour leur apporter un maximum d'agilité. Et nous, ce qu'on est capable de faire avec Freelance, avec Coworkies, ça y est, je suis déjà dans le groupe, c'est la même chose au niveau du marketing et de la communication. Et on est persuadé en fait de pouvoir apporter cette agilité, cette ultra-expertise qu'on retrouve chez nos freelances aux grands groupes. Donc en fait, l'idée du mariage, c'est que finalement freelance.com va être un formidable accélérateur pour notre activité sur le marketing et la communication. On va bénéficier de leur savoir-faire et de leur ouverture dans les grands comptes. Et puis nous, on va leur apporter finalement la carte marketing et communication auquel ils ne répondaient pas encore, ainsi que la plateforme qu'on a pu développer. Voilà. Bien. Et donc tu vas rester au cœur de cette belle entreprise. Merci Julie. Julie Huguet, donc fondatrice de Coworkies, qui était notre invitée sur Bismart. On parle d'automobile maintenant. Merci encore Julie. Merci. On repart les amis, et donc on repart avec Éric Saint-Frison, consultant automobile. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Il vient nous voir très régulièrement. Et alors Éric, ça a été d'ailleurs, c'est peut-être encore toujours, non, moins aujourd'hui, mais ça a été une de tes activités très intenses autour des concessions et des concessionnaires il y a quelques années. Et on a le sentiment qu'elles sont en train de vivre, ces concessions et ces concessionnaires, une forme de révolution. Il y a effectivement ce qui s'est joué. Alors, pendant que je ne me dise pas de bêtises, je crois que c'est pendant le deuxième confinement qu'elles ont été fermées, c'est ça? Non, c'est le premier. C'est pendant le premier, et où les constructeurs se sont rendus compte, et à mon avis c'est qu'ils avaient d'ailleurs un certain nombre de plans qui étaient prêts, qui pouvaient digitaliser quand même assez massivement la vente de véhicules. Donc on en est où? Comment est-ce qu'ils regardent ces choses-là aujourd'hui, ces concessionnaires? Et puis, il faut que tu me parles, peut-être qu'on peut commencer par là d'ailleurs. Tu m'as dit, quand on a discuté ensemble qu'on allait faire ce sujet, tu m'as dit qu'il faut absolument qu'on parle de Lynk & Co. Oui. Qui est une révolution. Donc, alors je ne sais pas, on commence soit par les concessionnaires, on va vers Lynk & Co, soit ce site Lynk & Co, tu nous racontes son histoire et on va vers les concessionnaires ensuite. Raconte-nous Lynk & Co, dis-nous un petit peu ce que tu y vois, toi. Alors en fait, les deux sujets sont totalement liés, puisque d'un côté, tu as la question de l'avenir de la distribution traditionnelle, tridimensionnelle, physique, qu'on connaît depuis la nuit des temps, et puis de l'autre, tu as un acteur nouveau, qui est Lynk & Co, qui est une société chinoise, c'est une marque chinoise qui a été créée par le groupe Geely, qui est basé à Hangzhou, à côté de Shanghai, qui possède aussi Volvo, au demeurant, et Polestar, et qui a décidé de créer une marque from scratch, basée sur la conception du produit, le développement d'un produit qui est issu d'une Volvo d'ailleurs à la base, et de le commercialiser sur Internet sans aucun point de vente, exclusivement ou quasiment exclusivement par des formules d'abonnement. Donc c'est extraordinairement disruptif, et c'est la première fois qu'une marque automobile intègre de A à Z la chaîne de valeur du e-commerce dans son mode de distribution. Et donc la réflexion immédiate, c'est de se dire la transformation digitale de la filière, la mutation de la filière est arrivée à son stade ultime, qui est celui de l'intégration verticale de A à Z. Alors attends, tu vas trop vite sur Lynk & Co, parce qu'évidemment, tu m'en as parlé, j'ai été voir. Et je vais être très franc avec toi, Éric, j'ai rien compris. J'ai rien compris. C'est-à-dire, et tu viens de m'expliquer, c'est-à-dire, tu as l'impression, vous irez voir Lynk & Co, comme ça se prononce, tu as l'impression d'être sur un site de location de voitures finalement assez classique, bon, il est bien fait, ok, machin. Et puis, à un moment, on te dit la voiture. Et là, tu comprends pas, mais quoi? Quelle voiture? La voiture? Ben, ça dépend, vous avez plusieurs voitures. Non, c'est la voiture. Mais on ne te l'explique pas vraiment. On te la montre. Ça reste en plus, tu n'arrives pas à voir quelle marque. Donc, je viens de comprendre que c'est une Geely. C'est pour ça que non, c'est Lynk & Co, en fait. La marque, c'est Lynk & Co. C'est ça. Mais c'est un modèle unique. C'est un modèle unique, sans option, sans équipement, sans rien. Tu choisis pas ta voiture, tu choisis la couleur. Et c'est toute la beauté du projet, si je peux dire. C'est la révolution, elle tient dans le fait qu'il casse le modèle intégralement. C'est une marque développée pour servir des clients qui ne veulent pas forcément posséder une voiture, mais comme ils le disent sur leur site, devenir membre d'une communauté, ce qui est aussi une des caractéristiques des transformations digitales de filière. Quand tu peux créer une communauté autour de ta marque, tu as
abouti, cette transformation complète. Et donc, il propose un produit unique offert à une communauté qui paye un abonnement, comme pour ton téléphone mobile, pour consommer cette mobilité ou partager la mobilité. Donc, c'est là le côté disruptif de la chose. Mais je voulais te proposer un autre exemple, parce qu'en fait, en travaillant, en préparant... Attends, je suis pas au bout, moi, de cette histoire. C'est dingue. C'est-à-dire que donc, Lynk & Co se présente comme un constructeur automobile, on est d'accord, qui ne vendra jamais de voitures. Toutes ces voitures seront louées à sa communauté à travers le monde. Alors, pas exactement. Sur le site, quand tu cherches bien, tu peux quand même l'acheter si tu le veux. En fait, tu peux payer un loyer qui t'amène à la possession, donc une location avec option d'achat, qui t'amène à la possession, et donc tu peux la consommer. Mais ils ne font absolument rien pour te pousser à l'acheter. Ah non, ça c'est clair. Mais Eric, c'est la Ford T, leur truc. Comment tu peux me dire que... Je comprends que dans la présentation, c'est hyper moderne, mais enfin... On est revenu, alors pour le coup, les Roaring Twenties, on est dedans. On est revenu aux années 20 de l'automobile. Un seul modèle. Alors, un seul modèle, il n'y a pas qu'une seule couleur à l'époque où Henry Ford l'avait fait pour la rendre en plus accessible au plus grand nombre, en l'occurrence aux ouvriers de l'usine, parce que c'était le principe d'Henry Ford, pouvoir faire acheter des voitures aux gens qui les produisaient. On n'est pas exactement dans le même schéma. On est sur des voitures qui, à la base, sont des Volvo. Elles sont rhabillées, mais ce sont des plateformes et des moteurs de Volvo. Mais on est chez un constructeur automobile qui a décidé de créer sa propre filière de disruption. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et j'aimerais aller au bout de ce que je voulais te dire. Allez, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes un autre constructeur chinois qui a suivi à peu près le même modèle de développement de produits, qui s'appelle MG, qui est la marque MG qu'on connaît, mais c'est un constructeur chinois qui a repris la marque et qui développe des voitures électriques. Eux, ils ont lancé la marque en France, là, depuis le début de l'année, avec un réseau de concessionnaires. Donc, ils ont pris la posture à 180 degrés de celle de Lynk & Co. Donc, tu as la disruption d'un côté et de l'autre, la réplication du modèle traditionnel. Et c'est super passionnant de regarder les deux en parallèle. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Ça veut dire qu'un modèle ne s'oppose pas à l'autre. De mon point de vue, les deux modèles se complètent et la vérité, elle est entre les deux. Bon, enfin, Lynk & Co, on verra ce que ça donne. Et puis peut-être que c'est moins disruptif pour les Chinois que pour les Français, j'en sais rien. Tu peux me répondre là-dessus. Mais franchement, tu penses qu'en France, ça peut fonctionner? C'est-à-dire cette idée que tu loues une voiture, alors que... Enfin, j'ai l'impression que toute la réflexion sur la mobilité, c'était justement de dire « Ok, tu n'achètes plus de voiture parce que justement, tu vas avoir des besoins sans arrêt différents. » Et que je vais avoir un jour besoin d'une toute petite voiture, un autre jour besoin d'une voiture plus grande. Enfin bref. On peut imaginer que la stratégie de Lynk & Co à terme n'est pas d'avoir une seule voiture, mais peut-être une gamme de voitures qui, encore une fois, n'auront pas d'options, n'auront pas de différents modèles. Tu as le modèle qu'ils ont sorti avec un moteur ou deux moteurs, 3 couleurs. Les jantes, tu peux même pas y toucher. Je ne me souviens pas qu'on puisse les changer. Et donc, tu as la même voiture que ton voisin, ou presque. Et donc, en faisant ça, tu simplifies ton modèle industriel et tu rends possible, justement, ce partage éventuel de voitures. Parce que l'automobile, l'exception de la voiture unique, rend la chose très compliquée sinon. Non, je comprends. Et puis comme tu dis toi-même, ils sont forcément en mode test and learn. C'est un laboratoire d'idées. Quand tu t'appelles Geely, que tu es un constructeur aujourd'hui monstrueux au niveau mondial, que tu as racheté une marque comme Volvo, mais ils ont aussi racheté Lotus, ils ont aussi racheté Proton en Malaisie. Donc c'est un groupe important de Geely, c'est très très important. C'est une des marques dominantes en Chine. Et donc, c'est un laboratoire. Juste avant d'aller sur les concessions, on a encore un tout petit peu de temps parce qu'après, je vais oublier, j'ai vu passer sur LinkedIn hier que tu défonçais. Alors, moins d'ailleurs la Dacia électrique que la communication faite autour de la Dacia électrique. Tu veux bien nous en dire deux mots? Alors, défoncer peut-être un peu exagéré. Je ne suis pas tendre avec... Tu dis en gros, cette voiture est un scandale. Je trouve absolument choquant qu'on nous rabatte les oreilles avec cette magnifique nouvelle qu'est la sortie de la Dacia... comment elle s'appelle? Électrique. Enfin, la Dacia électrique, son nom m'échappe à l'instant, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas une voiture européenne, c'est une voiture chinoise, c'est une Dongfeng, qui a été fabriquée pour le marché chinois, développée pour le marché chinois et rebrandée sous la marque Dacia pour dire en France, on est capable d'avoir des voitures électriques low cost. La voiture, elle est fabriquée en Chine, équipée intégralement en Chine, de 100% de composants chinois, y compris des pneus que les journalistes considèrent comme extraordinairement médiocres. Les journalistes essayeurs de voitures. La voiture, on la lance en France en disant c'est une révolution sur le marché, on va offrir la mobilité électrique au plus grand nombre. C'est vrai, à condition que l'État verse quand même près de 5 000 € pour que cette voiture devienne accessible. Donc on est en train de subventionner intégralement l'industrie chinoise à coup d'impôts payés par les Français. Et là, je t'avoue que j'ai envie de gueuler, effectivement. Pas mal.
En plus, tu donnes des temps de recharge, j'ai vu ça. 13h30. En fait, là encore, je suis allé chercher une valeur qui est celle du constructeur. C'est pas moi qui la donne. Hein. 13h30, c'est la recharge standard qu'il faut avec le câble standard. Si tu payes l'option de 200 ou 250 € pour le câble un peu plus rapide, ça n'est que 8h30 de recharge. Donc on est de toute façon dans quelque chose qui est anecdotique. C'est un peu se moquer du monde de faire d'un produit de la sorte, de ce type, une révolution pour les consommateurs français. C'est pas sérieux, c'est ça que je veux dire. Et tu le dis très bien. Revenons sur les concessions. Donc, ce qu'on voit là, d'ailleurs, l'un des groupes de concessions importants là, viendra nous voir la semaine prochaine, LS Group. Ce qu'ils font là, visiblement, parce que ce que je regardais, c'est qu'en fait, en termes d'emploi et en termes de points de vente, c'est remarquablement stable. Totalement. Voilà. Simplement, ça se concentre, c'est ça. Oui, en fait, en gros, en France, tu as environ 13 000, 14 000 points de vente, concessions, succursales et agences. Là, au début 2021, c'était à peu près le même chiffre il y a 2 ans. Ce qui a beaucoup changé, ce sont les groupes qui se sont rachetés les uns les autres pour constituer des méga-groupes. Et pour te donner un chiffre que je connais plutôt bien, il y a une dizaine d'années, tu avais un groupe français qui faisait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, tu en as 9. Donc la consolidation de la distribution est absolument énorme. Et c'est la seule façon pour eux, d'ailleurs, d'absorber un certain nombre de coûts fixes qui ne peuvent pas s'amortir ou se répartir autrement qu'au travers d'une grande masse de points de vente et de volumes de vente extrêmement importants. Mais comment ça va se passer, à ton avis ? Ils vont rentrer... D'abord, ces grands groupes, ils deviennent multimarques. Totalement multimarques. Ouais. Et ils vont rentrer à un moment en conflit avec les constructeurs qui, eux, voudront peut-être, soit pour réduire les coûts, soit pour répondre à des aspirations de leurs clients, vendre de plus en plus totalement en ligne ? Alors, en fait, et c'est là le sujet, il est super intéressant, parce que est-ce que la vente totalement en ligne, elle est industriellement possible ? La réponse est non. Pourquoi elle n'est pas possible ? Parce que les consommateurs ne la veulent pas. Tu sais que j'anime un site internet qui fait du 100% digital. Tu parlais avec Claire Calmejane la semaine dernière, je crois, sur ton plateau de Réseau Car qui a été racheté par la SG. La dynamique vers la vente en ligne de certains types de voitures à certains types de consommateurs, elle est inarrêtable. Mais il se vend près de 6 millions de voitures d'occasion en France et 2 millions de voitures neuves en année normale. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour le canal digital, il y a la place pour le canal physique et il y a la place pour le canal intermédiaire qui est le phygital, qui est le mélange des deux. Et c'est là qu'est l'avenir de la distribution. L'avenir n'est pas dans cette guerre entre ce que pourraient faire les constructeurs pour court-circuiter la distribution et des groupes de distrib énormes qui seraient là pour casser les pattes ou casser les reins des constructeurs. Non, l'un doit servir l'autre et au milieu, il y a un client, il y a un consommateur qui veut avoir l'information en ligne, peut-être même acheter la voiture, mais qui à un moment aura besoin de toucher, voir la voiture et rencontrer quelqu'un. Et je vais te donner un chiffre, il est super intéressant aussi. Sur le site Vivacar, on interroge les clients régulièrement. Quand on leur demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur le site, 38% nous disent rien. C'est sympa, il y en a quand même 60%, il y en a 62% qui nous disent vous pourriez faire mieux ailleurs. Et les deux sujets qui viennent juste derrière, c'est essayer la voiture et voir la voiture. C'est les deux sujets, et environ 30% chacun. C'est-à-dire que le manque qu'ils expriment sur le service que nous leur rendons, c'est un manque de contact physique avec le produit. C'est super intéressant, en fait, parce que c'est des gens qui ont acheté sur... Je ne parle pas de prospects, je parle d'acheteurs Internet. Ils disent, je l'ai fait, mais j'aurais quand même bien aimé toucher la voiture. Ouais. C'est rassurant. Bon, c'est moi qui ai acheté une voiture d'occasion de manière effectivement totalement délinéarisée, dématérialisée. Je te confirme qu'effectivement, ça fait bizarre. Eric, merci pour tout. Je t'en prie. Eric Saint-Frison, donc consultant automobile, et effectivement Claire Calmejane, c'était la directrice de l'innovation, c'est ça, de la Société Générale, qui était venue nous voir la semaine dernière. Merci Eric. Alors, les amis, on va pas se quitter tout de suite, parce que comme on est dans des configurations un tout petit peu particulières, ce que je vais vous proposer, d'ailleurs demain aussi très largement, et puis après-demain, c'est de revoir certaines des interviews qu'on a déjà enregistrées et qui résonnent avec l'actualité. Là, en l'occurrence, longue interview avec l'entrepreneur Denis Père et le bouquin qu'il a récemment écrit sur la mondialisation qui, selon lui, est en train de dérailler. Voilà, on va le dire comme ça. C'était au début de l'année. Voilà, je vous redonne ça et on se retrouve demain. Et donc on va terminer avec Denis Père. On va terminer. Vous inquiétez pas, Denis, on a 22 minutes, hein, donc on a le temps de s'expliquer parce que donc Denis Père qui écrit un bouquin qui s'appelle Le contrat mondial. Vous me parlerez.
un peu compliqué le contrat, Denis. Hein, je vais essayer de vous le faire en plus simple. Oui, mais je doute pas que vous me le ferez en plus simple. Mais non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est quoi? C'est les 30-40 dernières pages. Et avant, c'est, encore le dire d'un mot, c'est-à-dire Denis Père, le premier entrepreneur français qui a été se faire coter au Nasdaq, et qui dit... On a complètement raté la mondialisation. Notre mondialisation est un échec, un semi-esclavage généralisé et une ruine. Oui, je parle de semi-esclavage, pas forcément généralisé, mais oui, c'est vrai. Ah si, je crois que tu le dis. Si je l'ai noté, c'est que tu le dis. J'utilise le terme de semi-esclavage, pas forcément généralisé. Non, mais ça doit être globalement autour de la Chine, voilà. C'est ça, entre autres. Et un appauvrissement, notamment de l'industrie, de l'ensemble des pays développés. Absolument. Ce constat, je l'ai fait au fil des ans, mais il m'est apparu évident en 2016. En fait, le choc, ça a été 2016. Ça a été l'élection de Trump, le Brexit, où on a vu cette révolte des classes populaires dans ces pays qui est totalement corrélée effectivement aux délocalisations. Ça a même été prouvé par un certain nombre de scientifiques, j'en parle dans le livre, un économiste du MIT qui s'appelle David Autor, qui a montré que les counties, les circonscriptions américaines qui avaient le plus voté pour Trump étaient celles qui avaient été le plus touchées par les délocalisations vers la Chine. Donc il y a vraiment une corrélation très très directe. Et puis c'est mon expérience aussi de développeur de solutions de stockage d'énergie qui m'a ouvert les yeux. Où effectivement, moi je connaissais la mondialisation heureuse. Moi j'ai passé 30 ans à développer des sociétés. Business Object, c'est la mondialisation heureuse. Mais c'est la mondialisation heureuse, bien sûr, et qui a là aussi... C'est un jeune entrepreneur français qui se retrouve... Mais il y a eu cette mondialisation heureuse dans des pays qui ont des règles similaires. Les pays développés ont tous la même histoire. Ils ont 150 ans d'histoire industrielle, donc à peu près 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale. Donc ils ont les mêmes règles, ils ont les mêmes normes. Et puis vous avez les pays émergents, les pays en développement, qui eux ont démarré leur industrialisation il y a très peu de temps, il y a 20, 30 ou 40 ans. Et donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils aient des normes sociales aussi riches, aussi sophistiquées, aussi élaborées, et donc les coûts qui vont avec. Parce que quand on a des normes élevées, on a des coûts élevés. Il y a une corrélation directe aussi entre le taux horaire de main-d'œuvre et par exemple le niveau de dépenses sociales, ce que je montre dans le livre. Par exemple, la Chine aujourd'hui, on est à des taux horaires de l'ordre de 5 € de l'heure, quand en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, on est à 30. Et le niveau de dépenses sociales dans le PIB en Chine, d'après l'OCDE, c'est une estimation, mais c'est de l'ordre de 8%. Le niveau de dépenses sociales en Europe de l'Ouest, c'est 26%. Aux États-Unis, c'est 30%. La France, c'est le record du monde, c'est 31,5%. Donc, on a une corrélation très directe entre des normes sociales qui sont très ambitieuses, des coûts qui sont élevés, parce que qui dit normes sociales dit protection sociale, dit retraite, etc. Donc des coûts qui sont élevés. Et dans les pays émergents, c'est normal, ils démarrent leur industrialisation, et donc ils ont des normes sociales qui sont beaucoup plus réduites, et donc des coûts plus faibles. Et donc pourquoi c'est un problème? Parce que quand vous organisez une Coupe du Monde de foot entre des pays qui ont des règles extrêmement strictes et des pays qui ont des règles qui n'ont pas de règles, ou très peu, et que... Ceux qui n'ont pas de règles gagnent la Coupe du Monde de foot. Exactement. Mais Denis, exactement. Le péril jaune, oui. C'est un texte, alors je voulais te l'amener, je ne te l'ai pas amené, qui date de 1905. Oui. En 1905, déjà, tu as le Denis Père de l'époque qui écrit « L'ouvrier à 1 sou tuera l'ouvrier à 1 franc ». Mais moi, je crois que le sujet n'est pas là. Le sujet, si tu dis corrélé aux délocalisations, c'est que rien n'est venu le remplacer, en fait. C'est qu'on a nous-mêmes arrêté d'innover, finalement, pour continuer cette course au progrès. On n'a pas arrêté d'innover, Stéphane. Simplement, c'est très compliqué. Moi, je le vis tous les jours. Un exemple très concret. Moi, je développe des solutions de stockage d'énergie à base de pompage-turbinage. Donc, c'est des gros chantiers de génie civil. On crée des bassins d'eau, on pose des conduites forcées, etc. Donc, nous, on a des employés qui sont aux normes sociales occidentales. On doit respecter aussi les normes environnementales. On doit, par exemple, détourner une conduite forcée en Martinique pour pas impacter des orioles, qui est une espèce protégée quand ils viennent nidifier. Et c'est très bien. J'ai le nom de la nature dans le nom de ma société. En face de moi, Nature and People First. En face de moi, j'ai des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, c'est une concurrence qui est totalement déloyale. Je suis un ancien membre de l'autorité de la concurrence. J'ai été habitué à évaluer des situations de concurrence. Ça s'appelle de la concurrence totalement déloyale. Pourquoi? Parce que... Et tu dis quoi? Il y a eu une fracture quand? Tu dis 2016, mais il y a eu une fracture quand? Non, la fracture, je la raconte dans le livre parce que c'est très intéressant, effectivement, et c'est historique. La fracture, elle date en fait du choc d'excellence japonais des années 80. Moi, j'étais jeune employé dans une boîte de semi-conducteurs aux États-Unis à cette époque, et j'ai vu les Japonais arriver avec des technologies, avec des
mémoire qui coûtait pas cher. Et ça venait de quoi? Ça tenait à quoi? Ça tenait à des méthodes managériales exceptionnelles qui avaient été enseignées d'ailleurs par les consultants américains au lendemain de la guerre. C'était les cercles de qualité, c'était le Kanban, le just-in-time, etc. Denis, je termine. Non, restons sur le... Tu t'en souviens de Jacques Calvet? Pardon pour ceux qui n'ont pas 50 ans. Jacques Calvet, il disait exactement ce que tu dis là. Il nous faut des barrières, l'automobile japonaise va nous submerger. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a la révolution automobile allemande. C'est bien l'innovation qui te fait sortir de ça, pas des barrières. Oui, mais bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je termine sur l'exemple japonais. Parce qu'effectivement, les Allemands ont choisi cette voie-là. Et c'est remarquable. Mais c'est pas ce qu'ont fait les Américains. Qu'ont fait les Américains à ce moment-là? Ils ont essayé de mettre en œuvre effectivement les méthodes japonaises. Et puis, ils y sont pas suffisamment arrivés. Et donc, à un moment donné, les Américains, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Je les fréquente depuis très longtemps. Ils aiment bien les solutions rapides et faciles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va arrêter d'essayer de se battre, d'essayer de devenir japonais. Le choc, ça a été quand Toyota a ouvert des usines aux États-Unis et a réussi à sortir des voitures beaucoup moins chères avec des ouvriers américains, avec le contexte législatif et fiscal américain. Ils sortaient des voitures qui étaient beaucoup moins chères. Donc, les Américains ont dit, non, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Parce qu'effectivement, la bonne réponse, c'était de lutter sur l'excellence. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va aller chercher, pour baisser les coûts, on va aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ils ont fait le NAFTA. Donc, là, les multinationales américaines... Voilà, c'est ta grande théorie. Mais c'est les multinationales américaines ont embrouillé, les responsables politiques en leur disant, on n'a pas le choix, il faut qu'on délocalise. Stéphane, c'est documenté, c'est historique, c'est de l'histoire aujourd'hui. J'en parle dans le livre, tout est archi-documenté. Ah oui, mais c'est passionnant. C'est une histoire absolument passionnante. Et donc, les multinationales américaines, effectivement, ont monté un groupe qui s'appelle USA NAFTA, avec des captains dans chaque État. Donc, dans le Massachusetts, il y avait GE parce que c'était leur État, etc. Et ils sont allés convaincre, effectivement, les politiques que la solution, le futur de l'industrie, c'était d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et ça a été compliqué. Les syndicats, évidemment, se sont battus. Les syndicats américains, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'étaient pas très crédibles. Il y avait eu des problèmes de corruption. Et puis, ils n'avaient pas les mêmes moyens. Ils étaient face à un rouleau compresseur, effectivement, du lobbying des multinationales américaines, qui ont convaincu d'abord les républicains. C'était George Bush père. Ça a été repris par Clinton, qui s'est laissé convaincre que c'était une très bonne idée. Il semble que Clinton, en fait, ce qu'il voulait, c'était freiner l'immigration. Il se disait, les Mexicains vont se développer, ils vont avoir des salaires plus élevés, donc on aura moins d'immigration. C'était ça le rationnel. Et c'était pas idiot, sauf que c'est pas du tout... c'est un sujet dont on va parler, mais sauf que c'est... Alors, malheureusement, pas du tout ce qui s'est passé, parce que les salaires au Mexique sont restés extrêmement bas, pour des questions souvent de corruption, de syndicats, etc. Donc, les salaires sont restés extrêmement bas, les normes sociales se sont pas développées, il y a eu des délocalisations massives qui ont vidé le Middle West, qui était la Rust Belt, qui était le berceau de l'industrie américaine, et il y a eu derrière la rébellion des classes populaires aux États-Unis. C'est documenté aujourd'hui par des profs du MIT. Mais le sujet, c'était bien ça quand même. Donc, le sujet, ça restait la fameuse phrase d'Henry Ford, il faut que chacun de mes ouvriers puisse se payer une Ford. Exactement. L'idée, c'était bien quand même que l'ensemble de ces populations des pays émergents, sous-développés, allaient justement dans un développement commun, commencer à acheter nos produits. Sauf que Stéphane, c'est pas ce qui s'est passé. Les salaires restent durablement bas, surtout dans des pays où soit effectivement il y a de la corruption comme au Mexique, soit vous avez un régime autoritaire qui ne laisse pas les normes sociales se développer. Ce qui se passe en Chine. En Chine, on ne peut pas rejoindre un syndicat indépendant. Oui. Donc les ouvriers, ils acceptent les conditions qui ne sont pas terribles. Ils ont des salaires qui ne sont pas toujours payés et les recours sont misérables. Ils doivent commencer par payer 2 mois de salaire pour aller au prud'homme et ça n'aboutit que dans 30% des cas, etc., etc. Il y a de très nombreuses histoires dans le livre. Tout ça est archi-documenté. Et donc, effectivement, le pari, c'était que ces pays allaient émerger, allaient petit à petit rattraper notre niveau de développement, mais ça ne se fait pas immédiatement. Il a fallu 150 ans pour arriver au stade où on en est. Je dois dire, là, des régimes autoritaires. La réflexion libérale de comptoir qui peut être la mienne, c'était l'idée, à partir du moment où il y a davantage d'enrichissement, forcément, à un moment, il y a une aspiration démocratique, et forcément, à un moment, ces gens-là nous rejoignent. Sauf que, force est de constater que pas du tout. Voilà, ça peut être le cas. En même temps, ça peut être le cas, mais les grandes villes chinoises aujourd'hui ont le niveau de vie des grandes villes européennes. On ne sent pas, mis à part à Hong Kong, on ne sent pas de printemps chinois. Exactement. Et il faudra du temps. Mais même nous, il a fallu du temps. Moi, je suis lyonnais d'origine. En 1830, quand les Canuts se révoltaient, on leur tirait dessus. Quoi. Je veux dire, nous aussi, on a connu ça. Raconte, parce que c'est ma passion du moment. Et tu dis, il y a un révélateur autour de Huawei. Autour des semi-conducteurs. Parce qu'en plus, ça permet de remonter à Alcatel. Le choc chez nous, c'est 2000, c'est Turux, c'est Fabless, etc. Et tout. Et là, on lâche en plus des pans de souveraineté. Mais complètement, parce qu'il y a un enjeu social dont on a parlé. Il y a eu des pertes d'emploi des classes populaires. Il y a des régions entières qui se sont vidées, effectivement. La France périphérique, les États-Unis périphériques, l'Angleterre périphérique et la révolte des classes populaires qui s'est exprimée dans les urnes sous les formes qu'on a vues. Et il y a bien sûr aussi des enjeux de souveraineté majeurs. Huawei, c'est un excellent exemple où on était... Moi, j'ai eu comme client tous les grands des télécoms. J'ai eu Alcatel, j'ai eu Siemens,
Siemens, j'ai eu Northern Telecom, j'ai eu Lucent aux États-Unis, à travers Business Objects dans les années 90. Il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Il n'y a plus que les 2 Scandinaves. Il n'y a plus que Ericsson et Nokia qui survivent, qui perdent des parts de marché très rapidement parce qu'ils sont face à une compétition de Huawei qui est extrêmement dure, qui repose sur ce que j'appelle le triple dumping. Alors, le premier type de dumping, il est connu, c'est les subventions. Huawei conteste qu'ils en ont eu, mais il y a un débat qui n'est pas clair là-dessus. Et puis ensuite, il y a le dumping social et environnemental dont bénéficie Huawei. Ouais. Et donc, ils ont plus le marché chinois qui est fermé, très compliqué d'aller en Chine, parce qu'ils ont évidemment à leur disposition cet immense marché, mais très compliqué pour un compétiteur européen de s'installer, ou américain, parce qu'il faut faire des transferts de technologie forcés, parce que quand on a une copie de sa propriété intellectuelle, on est quasiment retoqué systématiquement dans les tribunaux chinois. Donc, Denis, marché fermé, tu rends hommage à Trump. Je rends hommage à Trump. Tu rends hommage à Trump. Ah, mais je rends totalement le hommage. Gars qui tape du poing sur la table. Ouais, alors le Trump est quelqu'un d'invraisemblable dans ses comportements, qui ne respecte pas les femmes, mais Trump a été le premier leader occidental à dire ça suffit, on ne peut plus accepter une relation déséquilibrée, on ne peut plus accepter un partenaire chinois qui ne respecte pas les engagements qu'il a pris quand il est entré dans l'OMC, d'ouvrir son marché, de ne pas imposer ses transferts de technologie, etc. Il parlait même de vol de technologie. Et puis, il a commencé à travailler sur les normes sociales, c'est assez intéressant. Il a amené un triplement des salaires dans l'automobile mexicaine, ça on ne le sait pas forcément. Il a fait rajouter dans tous les accords de libre-échange américains un addendum. Il y avait déjà une petite annexe qu'avait mis Clinton pour essayer de calmer les syndicats, mais il n'y avait aucun engagement, les gens faisaient ce qu'ils voulaient, les pays faisaient ce qu'ils voulaient. Là, il a rajouté une annexe avec des engagements très précis de respect des 4 piliers de l'OIT, interdiction du travail des enfants, interdiction du travail forcé, liberté syndicale, etc., avec des sanctions financières à la clé. Ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre accord d'investissement avec les Chinois, le tout dernier. Timidement, mais très timidement, on est très loin de ce que je propose. Mais parce que, quand même, alors, c'est ça qui est difficile dans l'histoire, et après on va aller sur ton contrat, je te rassure, mais c'est ça qui est difficile dans l'histoire, c'est que nous, en fait, vu de France ou vu des États-Unis, cette relation, elle est effectivement complètement déséquilibrée, et on a l'impression d'avoir tout perdu. C'est pas la vie qu'en ont les Allemands, et les Allemands, ils ont vendu des centaines de milliards d'euros de machines-outils pour équiper l'ensemble de cette industrie chinoise. Absolument. Et ils ont partagé avec les Chinois l'ensemble des fruits de c'est vrai, Stéphane. De cette mondialisation. Alors, on va y revenir aussi. Nous, on souffre de 2 choses quand même chez nous. Nous, on souffre de cette mondialisation déséquilibrée et sans éthique, mais on souffre aussi de la gestion de notre pays. On souffre quelque part de cette sous-administration du commerce mondial, mais on souffre aussi de la suradministration du commerce. J'ai peur que cette mondialisation, tu en fasses un bouc émissaire. Non, je n'en fais pas un bouc émissaire. Stéphane, quand je me suis lancé en politique avec nos citoyens, je l'ai fait pour justement éviter les boucs émissaires. C'est pour ça que j'étais surpris. Mais le problème, il est le même en Angleterre, il est le même aux États-Unis, où ils n'ont pas ces problèmes-là. La dépense publique est correctement gérée. Et pourtant, ils ont aussi des classes populaires qui se rebellent et qui sont prêts à mettre un Boris Johnson, à voter le Brexit et à mettre un Donald Trump. Et ils ont failli le réélire il n'y a pas longtemps, avec 74 millions d'électeurs. Moi, je vais te dire en face, les Pays-Bas, ils ont une industrie qui reste une industrie solide. Alors, la Suisse a une industrie qui reste une industrie solide. On va en parler, donc Stéphane. C'est bien des modèles. On va en parler, Stéphane. On va en parler. L'Allemagne, les pays germanophones et scandinaves ont pour l'instant réussi à préserver un niveau d'industrie qui est correct. Mais les Allemands sont en train de se réveiller actuellement. Le réveil allemand, ça a été l'acquisition de KUKA AG il y a 2 ans. Par KUKA AG, c'est une entreprise qui fait des robots avec des mains articulées, magnifiques. Expert de la robotique industrielle. Expert de la robotique industrielle, qui était une vedette qu'allait visiter Angela Merkel dans tous les salons. Et tout d'un coup, acquisition de KUKA AG par un acteur chinois. Donc là, ils ont compris qu'effectivement, leur marché traditionnel de la machine-outil, mais aussi de l'automobile, est en train d'être touché de plein fouet par la Chine. Ils ont vu les experts du véhicule électrique allemand de BMW, 2 ingénieurs allemands, aller créer leur start-up, leur Tesla, elle ne s'appelle pas comme ça, mais aller le créer en Chine. Donc, ils ont vu que tout d'un coup, effectivement, ils allaient être face à une concurrence qui était extrêmement sérieuse. Ils sont en train de voir arriver des véhicules électriques chinois qui sont 30 à 40% moins chers. Pourquoi ils sont 30 à 40% moins chers? Pour une seule raison. Parce que l'ouvrier chinois, il est payé 5 € de l'heure, quand l'ouvrier allemand, il est payé 30 € de l'heure. Quand il y a 50% de main-d'œuvre dans la fabrication d'une automobile, ce qui est encore le cas aujourd'hui, bien que ce soit extrêmement robotisé grâce à KUKA, eh bien, il y a tout de suite un avantage concurrentiel de 30 à 40% en faveur du fabricant chinois. Et ça ne peut plus continuer. Parce que les conséquences, outre les conséquences sociales, les conséquences stratégiques sont colossales. On n'a pas fini sur Huawei. Je termine rapidement. Vas-y, parce que les panneaux photovoltaïques m'intéressent beaucoup. Mais bien sûr aussi, sur Huawei, qu'est-ce qui se passe? On a une situation
où effectivement Huawei devient dominant, et on voit le gouvernement américain, on a vu quand même quelque chose d'invraisemblable qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire économique récente, le gouvernement américain se dire comment est-ce que je peux faire pour que ces entreprises européennes, Nokia, Ericsson, soient plus compétitives par rapport à leurs concurrents chinois. Les Américains se posent les bonnes questions, se sont posés les bonnes questions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de quoi ? Ils n'ont pas juste peur de l'espionnage, parce qu'ils espionnent, tout le monde s'espionne évidemment. Ils ont peur que toutes ces antennes télécoms qui sont au cœur des réseaux 5G, donc du pilotage des voitures autonomes, donc du pilotage d'un certain nombre d'opérations chirurgicales, que du jour au lendemain, par une backdoor, on puisse dire, vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine à Taïwan, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a eu des vols sur Taïwan tous les jours là, de la Chine. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique de la Chine sur Taïwan, on bloque votre réseau de voitures autonomes, on bloque vos opérations chirurgicales. C'est possible ça, mais bien sûr, Denis, c'est possible. C'est pas un fantasme. C'est pas du tout un fantasme. Parlez à n'importe quel ingénieur télécom. Ah ben je vous écoute, pour le coup, vous savez de quoi vous parlez. Fantasme. Donc il y a des vraies questions, et d'ailleurs là les télécoms, on est dans l'hyper-stratégie. Oui, on est dans l'hyper-stratégie. Et je pense que là la solution, et ce que disent les Américains d'ailleurs, ils disent nous on veut plus. C'est un très très bon symbole, parce qu'en face, alors Stéphane Richard il va le dire doucement, mais en face, je crois que Patrick Drahi le dit moins doucement justement, c'est non mais attendez, vous voulez quoi ? C'est aussi la modernisation du pays, c'est aussi la 5G accélérée en France dont la France a besoin. Donc à un moment, si vous ne travaillez pas avec Huawei, vous prenez du retard. Nokia, Ericsson ont tous les deux des offres qui sont construites avec ils sont moins bien, quoi. Ils sont moins bien parce que c'est vachement dur de concurrencer les Chinois quand ils ont, parce que c'est vrai aussi dans la R&D. Accepter un peu de dégradation. Non, parce que moi je pense qu'il n'y aura pas de dégradation le jour où la concurrence sera level playing field. Mais en attendant, il faut accepter peut-être de dégrader un tout petit peu nous l'ensemble de nos produits. Il faut accepter de pour rétablir cet équilibre. Il ne faut pas forcément dégrader, parce que la concurrence, en l'occurrence, elle s'exerce aussi sur la R&D. Ce que dit très bien Turuk, que je cite dans mon bouquin, il disait, moi, quand je recrute un ingénieur allemand ou un ingénieur français, je recrute 3 ingénieurs en Chine pour le même prix. Et c'est toujours le cas. Donc la R&D de Huawei, elle est boostée aussi par cet avantage concurrentiel du très faible coût de la main-d'œuvre qui est lié à la faiblesse également des normes sociales chinoises. Donc ça va très très loin. La fabrication de batteries, on aura pas le temps, les batteries très vite. Un concentré des travers de la mondialisation actuelle. Bien sûr. Ça commence au Congo, en RDC, avec des gamins qui travaillent dans les mines pour 25 centimes d'euros de l'heure, sans gants, sans masque, sans casque, des mines qui s'effondrent, on ne va pas les chercher, les adultes c'est pareil. Ensuite ça continue en Chine, 80% du cobalt est raffiné en Chine, avec des normes sociales qui sont un peu meilleures, mais pas bien meilleures. Donc sur toute la ligne, effectivement, on a un process qui est pas du tout conforme à nos normes. Mais on est au cœur de nos contradictions, parce qu'il faudrait... Ces fameuses terres rares, en fait, elles ne le sont pas. Il suffirait qu'on rouvre nous-mêmes quelques mines. Tu dis que les Américains y réfléchissent. Absolument. Alors le cobalt n'est pas une terre rare, mais c'est pas très grave, c'est un matériau rare. Il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres. Voilà, non, mais sur les terres rares, c'est un vrai sujet. Il y a 17 composants qui ne sont pas si rares d'ailleurs. Simplement, pour les extraire, il faut de la croûte terrestre, il faut effectivement manipuler énormément de terre, donc c'est très polluant. Donc les Américains avaient 50% du marché des terres rares dans les années 80. Aujourd'hui, les Chinois ont 90% et tiennent la dragée haute à tous les occidentaux. Il faut ouvrir des mines. Donc, mais on peut pas ouvrir des mines avec des différentiels de normes pareils. On ne peut pas. Les mines américaines qui fonctionnent aujourd'hui sont subventionnées par le DoD, par le département de la défense américain. Subvention on laisse, puisque c'est une question de souveraineté. Alors, c'est ce que voulait faire Montebourg. Moi, je veux pas subventionner, parce que subventionner, c'est Big Brother qui décide qui sont les champions. Moi, je veux recréer un environnement concurrentiel, que les meilleurs gagnent. Et je dis simplement, effectivement, et c'est le contrat mondial, je dis simplement sur les industries stratégiques, ça concerne effectivement aussi les mines et les matériaux rares, je dis sur les industries stratégiques qui sont au cœur des infrastructures essentielles, donc tout ce qui est télécom, médical, énergie, automobile, transport en général, je dis là, il faut un environnement concurrentiel, il faut arrêter la concurrence déloyale. Donc on ne peut plus continuer à utiliser le coût de main-d'œuvre comme un différentiel dans la concurrence. Et donc comment ça veut dire alors, quand on a 5 € de main-d'œuvre en Chine pour fabriquer une voiture électrique, et quand on a 30 € en Occident, eh bien, le véhicule chinois, il va rentrer en recalculant le coût de la main-d'œuvre et en le ramenant à 30 €, tout simplement. Level playing field, que le meilleur gagne. Et ça, uniquement. Et alors, après, ce que je dis, c'est la compensation, parce que je parle de compensation plutôt que de taxe, je dis cette compensation sociale. Oui, parce que c'est pas une taxe. de parler de taxe. Tout ton combat anti-fiscal, là, c'est je suis pas anti-fiscal, déchiré. Il faut qu'il y ait des taxes. Non, mais c'est parce qu'il y a une différence fondamentale. Une taxe, c'est pour lever des moyens pour un État, pour mener une politique. Là, en l'occurrence, c'est une compensation qui vise juste à rétablir la concurrence, une concurrence loyale. Donc, cette compensation, effectivement, elle doit être réaffectée, selon moi, à 50% vers le pays d'origine pour l'aider à converger. Pour les pays pauvres,
100%, versés à des ONG, parce que c'est compliqué quand on verse à des États, et dans nos pays, pour aider les zones... Ça s'appelle la TVA sociale. Ça s'appelle la TVA sociale et ça s'appelle la taxe carbone aux frontières. Oui, si on la prend taxe les normes, carbone, la taxe carbone aux frontières, effectivement, c'est une très bonne idée. Ou la TVA sociale, on peut l'appeler comme ça si on veut aussi. Mais ça doit s'appliquer à une vaste zone de libre-échange. Ça ne peut pas être une réponse nationale, même pas, je pense, une réponse européenne. De toute façon, tu n'y arrives pas. Tous ceux qui ont essayé n'y arrivent pas. Voilà. Mais il faut une réponse à l'échelle des pays développés qui ont des environnements, des normes sociales et environnementales qui sont similaires et qui veulent organiser un vaste marché où la concurrence s'exerce, où l'excellence s'exprime, où Nokia se bat contre Ericsson, mais avec les mêmes règles, avec les mêmes armes et pas de façon déséquilibrée comme c'est le cas aujourd'hui avec des compétitions. Bon alors, je le dis d'un mot pour ceux qui auront envie de... Mais ce que tu résumes, et alors merci d'ailleurs, effectivement, de manière très très simple, c'est beaucoup plus élaboré que ça, beaucoup plus détaillé, c'est un vrai job, il y en a pour 30 pages. Mais alors, juste, il nous reste 2 minutes, ça veut dire, finalement, le déclic sur tout ça, qui est évidemment passionnant, c'est peut-être la crise démocratique que traversent aujourd'hui nos sociétés développées qui va à un moment faire que... Parce qu'il faudrait que les dirigeants arrivent à se rassembler là-dessus, ils n'y arrivent pas. Moi, je pense qu'ils vont y arriver, Stéphane, ils vont être obligés. Regarde ce qui se passe, par exemple, avec la Chine. Trump essaye de se battre tout seul. Dit, c'est inadmissible, il faut arrêter, ils nous piquent nos technologies, ils n'ont pas les mêmes normes, etc. Il arrive à pas grand-chose. Biden arrive. Biden dit, en fait, Trump, là-dessus, il avait raison. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est tout comme. Mais enfin, c'est tout comme. Il l'accepte. Et il dit, maintenant, moi, je veux une alliance des démocraties sur ce sujet-là. Il faut qu'on se rassemble. Nous, les démocraties qui avons les mêmes valeurs, on doit se rassembler autour de ces idées. Alors, il ne va pas aussi loin que ce que je propose pour l'instant. C'est dommage, mais il va peut-être y venir. Pour l'instant, il demande juste à la Chine de respecter ses engagements pris quand ils ont rejoint l'OMC. Et il veut simplement rassembler les démocraties autour de ça. Je pense que l'étape d'après, c'est le contrat mondial. C'est de dire, maintenant, on va aussi parler de normes sociales et environnementales. Mais alors, tu as des passages passionnants sur Ricardo, alors on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est très très intéressant. Il aurait fallu que j'invite Jean-Marc Daniel pour en parler avec toi. Voilà, le fan absolu de Ricardo. Mais on est d'accord, c'est le libre-échange. Le libre-échange qui est au cœur de la paix mondiale, qui est au cœur du développement des hommes. Stéphane, le libre-échange, je suis un fan absolu du libre-échange. Bon, voilà. Je suis un fan absolu du libre-échange quand les règles du jeu sont les mêmes pour tous. Quand on organise une Coupe du Monde de foot avec des règles différentes pour chacun des joueurs, là, je suis plus d'accord. Et par contre, je suis d'accord pour continuer à commercer avec ces pays. Il le faut pour la stabilité du monde, pour la paix du monde, pour le développement des pays émergents. Bien sûr qu'il faut continuer à les aider. Bien sûr qu'il faut continuer à commercer avec eux. On en a besoin. On a besoin aussi pour la prospérité de nos industries. Donc c'est ce que je propose dans le contrat mondial. Voilà, c'est écrit en toutes lettres, le monde développé ne peut pas se contenter de se barricader. Absolument. Voilà. Absolument. Merci de l'avoir noté. Merci. Denis Père était notre dernier invité sur Bismart.